Anne-Monique Baudilis, Pays de la Loire. Donc, pour ce qui est du désherbage, nous allons aborder 3 points. Alors, le pensum, c'est toujours d'avoir à parler de réglementation, hein, mais malheureusement, on ne peut pas faire trop sans. Pour déboucher ensuite sur la question qui taraude tout le monde, c'est à savoir comment va-t-on gérer notamment les fortes pressions graminées sans S-métolachlore. Et puis, on fera, en fonction du temps restant, un focus sur quelques petites questions subsidiaires, notamment la gestion du datura et puis la présentation de résultats d'essais, parce qu'on a été interrogé pas mal cet automne sur un adjuvant, l'Exentia. Donc, on vous montrera le résultat dont nous disposons. Donc, d'un point de vue réglementaire, je n'apprends rien à personne. Je pense qu'on vit sans doute la dernière campagne d'utilisation possible du S-métolachlore et qu'il va falloir apprendre à désherber sans cette molécule qui pouvait rendre de services importants, notamment pour le désherbage du sorgho et puis des pressions fortes en graminées estivales. Deuxième chapitre réglementaire, ça concerne la pendimétalline. Donc, cette molécule vient d'être classée et donc elle a la phrase de risque H361D, c'est-à-dire peut nuire au fœtus. Donc, dans ce cas-là, c'est une phrase de risque qui apporte des restrictions concernant les mélanges et on ne pourra plus mélanger les produits contenant de la pendimétalline avec d'autres, notamment les produits contenant des tricétones, mésotrione, sulcotrione ou tambotrione, de l'isoxaflutol, donc ça peut être le cas de la dingo ou du Merinflex, et la cycloxyline. De plus, les produits à base de pendimétalline, au fur et à mesure, au fil de leur réhomologation dans chaque État membre, et notamment en France, se voient sortir d'un DVP, donc un dispositif végétalisé permanent de 20 mètres. Voilà, des contraintes supplémentaires qui arrivent progressivement et qui sont déjà effectives sur certains produits à base de pendimétalline. Concernant le DMTAP, donc un chloroacétamide, la substance active a été réhomologuée pour 15 ans au niveau européen, donc il n'y a pas trop d'inquiétude de ce côté-là, contrairement au S-métolachlore qui n'a pas été réapprouvé. En revanche, il y a des recommandations pour en limiter les quantités à l'hectare, donc une dose recommandée de 864 grammes par hectare et par an, ce qui revient à appliquer 1,2 litre d'Isar et 4 litres maximum de Dakota. C'est bien sûr des plafonds maximum. Et en aire d'alimentation de captage, des recommandations renforcées également, que vous voyez apparaître sur la diapo. Et une dernière information concernant la pétoxamide, qui est un autre chloroacétamide à notre disposition. De même, la substance active a été renouvelée au niveau européen. Et les spécialités commerciales, notamment chez nous, le successeur 600, vont repasser à l'homologation. Il y a toutefois, donc la dose d'homologation actuelle est de 2 litres hectare, et donc il y a une dose recommandée de 1,5 litre hectare. Donc j'arrête pour ces aspects très réglementaires pour apporter un peu plus de technique cette fois. Donc comment faire pour désherber sans S-métolachlore? On a 2 objectifs dans la présentation. C'est déjà de proposer des alternatives qui restent performantes dans la gestion des graminées, puisque c'est surtout là que le S-métolachlore apportait de grands services. Et puis, justement, d'éviter de switcher du S-métolachlore vers le DMTAP et donc de trop généraliser le DMTAP, chloroacétamide qui apporte des services, mais qui pourrait être du coup trop exposé au risque de détection dans les eaux si on l'utilise de façon inconsidérée. Alors, si on regarde un peu les spectres des 3 chloroacétamides comparés à leur dose d'utilisation, donc 1000 grammes depuis quelques années pour le dual, donc le S-métolachlore, c'est la dernière campagne, le DMTAP à 1,2 litre, et puis la pétoxamide, dans nos essais, on n'a pas la dose d'1,5 litre malheureusement, donc on l'a présenté ici à la dose de 2 litres. Et vous voyez le spectre quand on compile tous les essais dont nous disposons à 30 jours après application. Donc, c'est sûr que bon, l'arrêt du S-métolachlore ne nous laisse pas complètement orphelins. On a ces 2 chloroacétamides restants qui ont un spectre intéressant, et notamment sur PSD. Et justement, si on fait un focus sur les PSD et qu'on regarde l'efficacité des herbicides racinaires à 30 jours, vous avez alors
peut-être que tout le monde n'est pas habitué à la toile d'araignée qui apparaît à l'écran. Vous avez une échelle en fait de 0 à 10, qui est l'échelle d'efficacité. Et plus on est à l'extérieur de la roue de bicyclette, meilleure est l'efficacité. La courbe verte correspond au spectre pour les essais dans lesquels on est en bonne condition, c'est-à-dire qu'il y a eu suffisamment d'humidité de sol pour permettre la bonne efficacité des produits racinaires. Et la courbe rouge présente le spectre en conditions plus difficiles, en conditions sèches. Donc, sur PSD, les produits entourés en bleu présentent des efficacités tout à fait intéressantes et peuvent même se suffire à eux-mêmes dans certains contextes. Donc, par exemple, ça éviterait d'avoir le recours systématique à de l'ISAR ou à du successeur. On pourrait, dans certains cas, travailler avec de la Dingo ou du Merlin Flex. Et puis, les autres qui apparaissent ne sont pas inintéressants non plus, même s'ils sont peut-être un peu moins antigraminés. Mais ce sont des bons partenaires qui viennent consolider aussi la performance sur graminées dans des flores assez denses de graminées en association avec des chloroacétamines. Alors, il faut se méfier, hein, peut-être une petite nuance sur le propos. Ce ne sont pas des comparaisons orthogonales. Vous voyez le nombre de références, entre parenthèses, 59 par exemple pour l'ISAR, 44 pour la Tikaqua, etc. Mais il y a quand même suffisamment de données pour pouvoir faire des moyennes et les mettre en vis-à-vis, comme c'est fait sur ce graphique. Alors, si on continue dans cet exercice-là et qu'on regarde, par exemple, les associations possibles pour renforcer l'efficacité sur graminées sur une base d'ISAR 0,8. Donc, sur une base d'ISAR 0,8, la note moyenne, si on met l'ISAR 0,8 tout seul, d'efficacité est de l'ordre de 6,5, donc un désherbage à peine suffisant, avec une forte variabilité, puisque seulement 50% sur ces 16 essais, 50% présentaient une efficacité satisfaisante. En revanche, quand on associe l'ISAR à la Dingo, ou au Merlin Flex, ou au Tarot, ou les références avec DMTAP plus S-métolachlore ici, avec le Camix ou le Dual, ça permet de sécuriser le désherbage des graminées et d'augmenter la part des essais avec bonne efficacité. Donc là, vous avez l'efficacité à 30 jours. Finalement, c'est ce qu'on recherche parce qu'on travaille en programme. Donc, on va passer avec un désherbage précoce d'association et on rattrapera derrière. Mais vous pouvez voir la robustesse ici de l'autre côté, sur la droite, avec l'efficacité à 60 jours, pardon, si on ne fait rien en rattrapage. Alors évidemment, cette efficacité décroît fortement, mais on peut voir que justement, les associations qui groupaient DMTAP et S-métolachlore étaient particulièrement intéressantes, et c'est pour ça qu'on y avait recours. Alors, si on regarde d'autres couples possibles, on n'a pas forcément tout sur une base 0,8. Donc là, on peut extraire sur la base d'1 litre d'ISAR toujours la performance intéressante de ISAR plus Adengo. On a ici ISAR plus pétoxamide, qui est un petit peu moins régulière, plus le Merlin Flex qui reste un bon niveau. Et ici, l'association avec l'Iseran. Donc l'Iseran, c'est de la clomazone avec de la mésotrione, donc avec, pour les 17 essais disponibles, une bonne efficacité. On l'avait présenté l'année dernière, hein, ce produit qui venait d'arriver. Et puis, on vous a remis ici aussi en exergue l'association avec pendimétalline, toute formulée dans le Dakota, qui contient du DMTAP et de la pendimétalline, et qui vient aussi avec un bon niveau d'efficacité à 30 jours. Et puis, pour regarder d'autres couples possibles, ISAR-Alcance, on a la comparaison que sur une base d'1 litre d'eau d'ISAR, qui permet aussi de gagner en taux de réussite quand on fait cette association. Et de même pour ISAR Caliprime. Alors, Caliprime avait été travaillé à 0,33. Retenez qu'aujourd'hui, la dose autorisée est de 0,3. Donc ça, ces associations-là, on y aura recours quand on sera en forte pression graminée. On voulait vous attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas toujours indispensable d'avoir des chloroacétamines, et notamment quand on est en pression panique digitaire assez modérée. Et là, pour l'illustrer, vous voyez le spectre de l'Adengo en prélevé, 60 jours après traitement, quand on a appliqué une pleine dose d'Adengo, sur panique digitaire, en fonction de la densité des graminées. Donc la densité des graminées, quand on est à faible densité, on a des niveaux d'efficacité qui restent tout à fait corrects. Bon, un peu moins bon forcément en conditions difficiles, mais avec une moyenne globale
sur 78 essais, qui atteint pratiquement 8 en note d'efficacité de 0 à 10. Et puis cette efficacité décroît avec la densité, donc dès lors qu'on est sur des fortes pressions PSD, on a des beaucoup moins bonnes efficacités évidemment. En revanche, alors cette décroissance, s'exprime surtout quand on a des fleurs majoritaires sétères. Quand on est sur des fleurs digitaires ou paniques, c'est plus facile. Donc autrement dit, l'Adengo solo peut être intéressant sur des fleurs, peu denses ou assez peu denses, avec plutôt digitaires et paniques, et permet de s'affranchir des chloracétamides dans ces situations-là. On peut avoir la même approche avec Merlinflex, hein, qui est utilisé pas mal d'ailleurs en production de semences et qui a un spectre intéressant antigraminé qu'il ne faut pas oublier, et qui peut être une bonne base de désherbage, en prélevé, avec un rattrapage ensuite. Et puis, le même exercice fait avec l'alkans. Donc l'alkans Syntec, c'est de la clomazone et de la pendiméthaline. Peut-être un peu moins robuste, mais ça reste une bonne base de prêt, notamment en association avec une dose faible de chloracétamine, ou alors une bonne base de prêt pour le désherbage du sorgho. Et le caliprime, alors là, vous voyez que le caliprime, on n'arrive pas forcément à des notes aussi élevées que les solutions précédentes, mais là aussi, un renfort d'efficacité sur graminées et en particulier la digitaire. Donc finalement, pour résumer la situation, on vient de voir les résultats d'essais. L'idée, c'est de savoir comment on va ajuster les stratégies. Alors, c'est peut-être pas du luxe de rappeler qu'on va, tant que faire se peut, l'ajuster à la flore présente sur la parcelle pour éviter le systématique. Alors, le systématique, c'est confortable, mais ça va avoir le défaut de systématiser un peu trop l'usage des chloroacétamides. Donc, vous avez compris que ce n'est pas forcément ce qu'on visait. Donc, quand on est en pression de graminées, la clé d'entrée, c'est vraiment la densité de graminées attendue sur les parcelles. Pression modeste, je l'ai dit, on peut peut-être s'en penser, c'est même sûr. Pour les pressions plus fortes, là, on va réserver justement ces solutions de racinaires à ces situations-là. Et en particulier, quand on est avec des fortes pressions et suspicions de résistance, de graminées résistantes aux inhibiteurs de l'ALS, donc les herbicides foliaires apparentés à la famille des sulfonylurées. Donc, quand on est en situation à faible pression graminée, on a donc plus de souplesse et la première logique voudrait qu'on s'abstienne de faire des racinaires d'ailleurs et de rester sur des stratégies de double passage foliaire classiques. Donc, on vous a mis quelques exemples. Je ne vais pas les lister tous. Il est aussi possible dans ces situations-là de faire du rattrapage par binage. C'est tout à fait envisageable plutôt que de faire du chimique. Bon, pour ceux qui veulent s'affranchir de la surveillance en post-levée, on peut aussi gérer ça par une seule prélevée ou une post-levée très précoce, rattraper éventuellement si besoin, mais pas forcément. Et dans ces situations-là, on a remis un peu le produit totem qui a été fait, qui était le Camix, qui contient du S-métolachlore, mais dont on pourra plus se servir après l'année prochaine. Mais vous pouvez travailler sur une base d'Adengo, une base Merlin. C'est pas là qu'on va positionner en priorité les solutions avec du DMTAP, justement. On pourrait s'en affranchir, on l'a mis en grisé pour ça. Et puis, dans ces situations toujours, on peut aussi économiser la quantité de substances actives appliquées en localisant le premier désherbage chimique sur le rang dès lors qu'on a l'équipement, donc soit un herbicemi, soit une rampe qui permet de localiser sur le rang avec du guidage. Dans ces situations-là, on avait présenté les résultats déjà l'année dernière, mais qui sont d'un bon niveau sur des fleurs assez simples. C'est aussi dans ces situations qu'on va pouvoir faire du désherbage mécanique et du désherbage mixte, avec par exemple un passage de herse à l'aveugle en prélevé, qui permet de grouper les levées et de gérer la propreté du rang, et puis un rattrapage chimique ou mécanique, un ou deux rattrapages derrière. Alors, par rapport à ces stratégies mixtes, peut-être un petit focus sur des résultats assez récents. Là, c'est la synthèse de 9 essais qui ont été conduits par le réseau de partenaires en région centre, dans lequel ils ont travaillé justement cette pré-localisée sur le rang. Donc, vous avez dans cette synthèse les deux références, donc donc c'est du tout chimique là, du pré plus post-levé, soit deux post-levés en référence.
Et puis ensuite, du désherbage mécanique 100%, donc qui est moins bon ici, hein. Vous avez la propreté rang et interrang et la moyenne. De la prélocalisée suivie de binage, de la prélocalisée suivie d'un binage et d'un dernier rattrapage pour fignoler, je vais dire, et qui présente de très bonnes efficacités à la hauteur des références tout chimiques. Et puis l'inverse, prélocalisée, une petite pause de rattrapage et un dernier binage. Donc finalement, la solution la plus rassurante, quand on limite la quantité d'herbicide, c'est sans doute celle-là, celle qui combine une prélocalisée sur le rang, un binage et un rattrapage de poste levé pour gérer les dernières relevées qu'aurait pu engendrer le binage, par exemple. Alors, où ça se complique, c'est quand on a beaucoup plus de graminées, quand on est en pression de panique digitaire assez forte. C'est là que les résultats d'associations chlore plus partenaires vont trouver leur place. Donc on les a présentés ici, on vous a donné quelques exemples, hein. Et ensuite, après un passage de près assez costaud, on va rattraper par du désherbage foliaire. Alors il y a aussi une alternative qui consiste à rester sur de l'isoxaflutol tout seul, au premier passage, et à rattraper par du foliaire un peu plus dosé. Ensuite, ça marche, ça apporte des résultats intéressants, notamment le Capreno, hein, qui est peut-être un produit sous-utilisé, dommage, parce que ça associe la tambotrione et la thiène-carbazone. C'est un bon spectre qui peut avoir son intérêt sur des gestions de flore, notamment sétère. Ça, c'est une variante. Quand on n'a pas fait de la prélevée, on peut aussi décaler le premier passage en post-levée très précoce. Et quand on dit post-levée très précoce, c'est vraiment sur des petites graminées, à une feuille des graminées, pour pouvoir bien les gérer par ce passage. Et ça peut être intéressant quand on sème tôt et que les paniques séterdigitaires mettent un petit peu de temps à émerger. Et donc, pour avoir gagné en persistance d'action sur ce premier désherbage, le fait de le décaler sur une post-levée très précoce peut apporter par rapport à de la prélevée. Alors bien sûr, hein, on privilégie toujours les conditions d'application. Si le sol est frais et permet de bonnes efficacités en prélevé, il vaut mieux pas attendre. Et puis dernière situation, c'est sans doute la plus problématique, c'est celle où on a un soupçon de résistance et puis où on a des fortes pressions plutôt de sétères qui sont les graminées les plus dures à désherber. Donc dans ce cas-là, si on a soupçon de résistance, la résistance c'est d'abord au nicosulfuron, donc on va plus pouvoir utiliser cette molécule. Et la première recommandation qu'on peut faire dans ces situations-là, c'est qu'elles ne sont pas arrivées par hasard, donc il faut envisager de revoir la routation au risque sinon de se trouver dans de fortes impasses de désherbage et d'avoir une forte pénalité sur la production du maïs. Donc après, une fois qu'on a revu tout ça, on reste sur des gros programmes qui vont avoir un coût important. L'idée, c'est de faire plutôt un premier passage très costaud, hein, donc on vous a donné quelques exemples ici, et de rattraper plutôt par une tricétone. Bon, le Monsoon a été indiqué ici, mais je mets en garde, hein, c'est de la thiène-carbazone méthyle et du forum sulfuron, donc si vous avez des résistances au nicosulfuron, très vite vous pourriez avoir des résistances croisées, à la fois à ces 3 molécules, hein, puisque ce sont des produits de la même famille, hein, chimique. Et puis une alternative peut consister à ne pas mettre de chloroacétamide en prélevé, de démarrer avec de la Dengo et de rattraper avec une base foliaire racinaire, type Lodis, Isar. Et enfin, dans ces fleurs-là, on n'oublie pas que le binage peut rendre service. C'est pourtant une fleur graminée, mais un binage opportunité peut permettre vraiment de fignoler ou de renforcer l'efficacité. Et notamment, on peut choisir de le positionner entre les 2 passages chimiques, de manière à gérer les populations. Alors ça marche que si on intervient sur des sétères très jeunes. Et de même pour le rattrapage. Ne pas attendre, ça peut parfois supposer de réintervenir moins de 10 jours entre le premier passage et le deuxième. Une focale sur le régras. Le régras, bah, c'est pareil, on en a de plus en plus et c'est pas forcément simple à gérer dans le maïs, dans la rotation en général, puisque ça lève un peu toute l'année. Donc on vous rappelle que la première clé d'entrée, c'est quand même de réfléchir à l'agronomie, hein, comme toute problématique de désherbage. Donc d'essayer de labourer une fois tous les 4 ans, par exemple,
Et puis, une fois qu'on est dans la culture du maïs, c'est sûr que là encore, on se dirige vers du programme avec une base racinaire et un rattrapage foliaire. Mais vraiment, il faut mettre le paquet sur le premier passage parce que pour le rattrapage foliaire, on est, je vais dire un peu trivialement, mais on est en culotte courte puisqu'on n'a que le mode d'action des sulfonylurées à notre disposition. Donc, pour ce premier passage, on vous recommande plutôt de frapper fort avec des produits coloriés en vert, hein, sur le tableau. Alors, quand on avait le S-métolachlore, on l'a encore, mais quand on l'aura plus, on ne pourra plus faire ces associations qui étaient particulièrement intéressantes sur les gras. Du coup, on va se tourner vers un peu l'incontournable association Isar-Adengo. Et dans ce cas-là, le rattrapage ne peut se faire qu'avec certaines solutions. On ne peut pas remettre de Monsoon, on peut mettre du foram sulfuron, on peut mettre du Capreno, le nicosulfuron peut être mis en défaut s'il y a des résistances. Voilà, donc vraiment intervenir d'abord dans la rotation et aussi sur une prélevée costaud pour pouvoir gérer cette mauvaise herbe qu'est le raisin. Focus sur le datura aussi parce que on en parle souvent, malheureusement aussi, elle pose des problèmes sanitaires. Donc là encore, cette mauvaise herbe, ça s'aborde un peu en tous azimuts, comme on l'a indiqué sur la diapo. Il ne faut pas oublier que, il faut surveiller les zones claires dans les parcelles, les couloirs d'irrigation, il faut arracher, il faut si possible éviter l'infestation. Donc quand vous voyez des premiers datura dans une parcelle, les éliminer aussitôt plutôt que de se laisser déborder. Pensez au nettoyage des moissonneuses parce qu'ils véhiculent pas mal de... Enfin, les machines de récolte véhiculent les grains. Et puis dans la culture, c'est pas qu'on est orphelin de produits pour des datura, mais c'est que en fait, il a des relevés très échelonnés. Donc, on va être amené à faire le dernier désherbage le plus tardif possible pour gérer les derniers relevés dans le maïs. On évitera là pour le coup le binage parce que le datura a tendance à repiquer et justement, il relève et la bineuse peut redynamiser une nouvelle levée. Il y a aussi la problématique des datura à l'interculture qu'il ne faut pas oublier de gérer et de les éliminer pour éviter qu'ils colonisent les parcelles. Alors, je ne vais pas commenter le tableau, hein, on vous l'a remis à jour ici. Alors, je vois qu'il y a encore une erreur sur le caliprime, il faudra corriger, on vous la corrigera. 0,3 litres de caliprime. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec un passage tardif en cas de forte infestation pour gérer les dernières relevées de datura. Et pour terminer, un petit coup de projecteur sur un adjuvant donc, qui arrive, l'Exentia. C'est un adjuvant composé d'ester méthylique d'acide gras et de sulfate d'ammonium. Alors, le sulfate est peu dosé dans ce produit, hein, beaucoup moins que si on prend un sulfate d'amo classique type Activa, par exemple. La dose d'usage principale, c'est 0,5 litres hectare. Et quand on le compare à de l'huile dans nos essais, donc là, on l'a fait pour 7 essais conduits dans le sud-ouest, avec un programme type Caliprime puis Capreno. Capreno, c'est un produit qui nécessite d'être adjuvanté pour bien fonctionner. Donc, la référence, c'est de le mettre avec 1,5 litre d'huile Actirum. Donc, c'est le bâton vert. Et on l'a testé en comparaison avec 0,5 litre d'Exentia. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez quand on arrive aux mêmes performances qu'avec l'huile. Donc, ça peut être intéressant comme adjuvant. Bon, bien sûr, pas systématiser l'ajout d'adjuvant, hein. On le met quand on a besoin de mettre un adjuvant, donc avec des produits de ce type qui nécessitent d'être adjuvantés.